Des noms de villes, de pays, de peuples. Égrenés maladroitement, c'est à peu près tout ce qui reste aujourd'hui pour ces anciens goumiers de leur combat glorieux. L'Italie, Monte Cassino, Francia, Marseille, Belfort, l'Allemagne, Chinois pour Indochine, Kaobang. De cette prodigieuse aventure qui les mena sur 2 continents, ne surnage maintenant que l'amertume devant leur état d'abandon. Descendus de leurs montagnes, livrets militaires et médailles serrées dans leurs mains, les fiers berbères de la tribu des Aïd Sérouchen ne sont plus aujourd'hui que des anciens combattants misérables venus chercher une reconnaissance refusée en France comme au Maroc. J'ai fait le Baroud, la guerre en Italie, le 12 mai à Cassino, et nous sommes allés jusqu'en Allemagne. Nous avons fait la guerre d'Italie, nous sommes revenus, puis nous sommes repartis en France, et nous avons débarqué à Marseille. J'ai fait le Baroud, la guerre, la campagne d'Italie, de France et d'Allemagne. J'ai fait la guerre de France, d'Italie, d'Allemagne, je suis revenu au pays et je suis reparti pour l'Indochine. Nous avons perdu 10 000 soldats en Indochine. J'ai été fait prisonnier avec le colonel Charton. Le commandant en bataille s'est suicidé. J'ai été emprisonné puis relâché le 1er janvier 1952. Nous avons combattu en France, en Allemagne, en Italie, en Indochine. On ne veut pas que la France oublie l'aide que nous lui avons apportée. Mais aujourd'hui, nous, Marocains, pensons qu'elle s'est servie de nous et qu'elle a oublié ce que nous avons fait chez elle pour ses enfants. Les goumiers sont une formule, au fond, assez artificielle, introduite par les Français. Le sultan ignorait cette formule. Quand il traversait une région ou quand il livrait la guerre à une tribu, il prélevait des contingents dans la tribu adverse. C'était le phénomène de la harka. Il n'y avait pas de supplétif de cette sorte-là. La formule était déjà usitée en Algérie. Elle est introduite au Maroc parce qu'elle coûte beaucoup moins cher. Les goumiers sont engagés d'abord pour 1 an, ensuite pour 2 ans, et c'est une formule très économique par rapport aux tirailleurs. Ils ont un statut beaucoup plus précaire. Au fond, ce sont un petit peu les soldats intérimaires de l'armée de la conquête et ensuite des guerres qui suivront. Et puis aussi, selon la formule de Lyautey, ce sont des éclaireurs, ce sont des gens qui sont en avant, qui protègent les troupes qui sont derrière. La statistique, évidemment, est beaucoup plus facile à faire. Je veux dire, on peut beaucoup plus gommer les pertes quand ce sont des partisans ou des goumiers qui sont tués que quand ce sont des soldats de l'armée régulière. Dès le début du siècle, la liberté, la poésie et la violence de ceux qui allaient devenir nos plus farouches adversaires, avant de combattre à nos côtés, fascinaient les premiers écrivains et peintres partis à la découverte d'un Maroc qui faisait à l'époque peur autant qu'il attirait. C'est Loti qui a fait, avant le protectorat, le meilleur compte-rendu d'un voyage qui n'était pas très original. Il s'agissait d'aller de Tanger à Fès, pas parce qu'il y avait de plus beau dans le Maroc, mais c'est lui qui en a parlé le mieux. Mais il en a parlé comme un esthète. Et en fait, il voyait bien, il sentait que le Maroc éternel était menacé par la civilisation. Et la suite des ans l'a bien prouvé. Alors il voulait conserver ce Maroc à la fois sans route, sans aucune modernité, dans sa farouche confusion, si je puis dire. Les Français trouvent en 1912 une armée marocaine qui avait essayé de se régénérer à la manière de l'armée ottomane, de se moderniser, mais qui est en pleine déconfiture. Ça ne marche pas, ça ne prend pas, cette modernisation. Et Lyautey va alors recruter
sans passer là directement par le concours du sultan, des tirailleurs et des goumiers qui finissent par constituer à la fin de son proconsulat un contingent important de l'armée coloniale qui est en train de conquérir ce pays au nom du sultan, au nom de l'État marocain, au nom du Marzen, puisque en 1925, un soldat sur 4 est marocain. Et ces soldats participent à ce qu'il est convenu d'appeler, il faut bien sûr mettre des guillemets, la pacification. L'achèvement de la campagne du Rif est opéré par la première division marocaine, qui avait vraiment là le fer de lance de la trouée contre Abdelkrim. Ensuite, ces soldats marocains resteront plus nos Suisses, nos mercenaires, une force d'appoint pour faire les sales guerres comme celle de l'Indochine après 1945, ou bien un atout pour la campagne d'Italie et la libération de la France, resteront plus nos Suisses qu'une armée, comme l'avait envisagé Lyautey, qui soit au service du sultan. Le Maroc de 1912 est un navire en perdition. Un pilote allait le sauver, Lyautey nommé résident général. En 2 ans, de 1912 à 1914, l'ordre est rétabli, la dissidence recule et l'œuvre de civilisation entreprise avec ardeur va s'étendre pendant et après la guerre à tout le pays. Pacification ou répression, au-delà des mots, c'est bien de guerre qu'il s'agit et d'une guerre sans pitié, où la férocité berbère est largement compensée par les effets meurtriers, pour les civils comme les combattants, des armes lourdes des colonnes mobiles françaises. On se défendait avec des pierres, avec tout ce qui nous tombait sous la main. Il y avait bien quelques mousquetons, mais pas grand-chose. Vous savez, nous étions des civils, et vous connaissez la situation des civils. Par contre, de l'autre côté, ils étaient très bien équipés. Leurs canons bombardaient de loin, la montagne là-bas. La colonne mobile est arrivée de tous côtés, par Mermoucha, par Boulman et par Skoura. Ils ont bombardé les Aïtzgharouchen, réfugiés là-haut sur le Tichoukt. Ils avaient aussi des avions. Il y a eu beaucoup de tués. Ils nous ont tout pris, nos troupeaux, et nous ont laissés là. Il y a eu beaucoup de morts. وكاين واحد القائد كيقولوا القائد الحسن الله يرحمه جابوا مع فرنسا مع القوه ديالو حتى مات في الجوا هوزوا لهنا الكلاوي اللي هما. Ils sont descendus jusqu'ici et pour nous obliger à nous rendre, ils nous ont pris tous nos vivres, toutes nos bêtes. Ils ne nous ont laissé que le minimum, une mule pour travailler. Celui qui en avait 2, les Français lui en prenaient une. Arme nouvelle dont le coefficient psychologique fut plus important à l'époque que sa réelle efficacité militaire, l'emploi de l'aviation au Maroc préfigure les bombardements aveugles qui vont caractériser la Deuxième Guerre mondiale. La France est arrivée à pacifier le Maroc grâce à l'aviation, surtout grâce à l'aviation. Oh, s'il n'y avait pas d'aviation, je crois qu'ils ne seraient pas vaincus, les Marocains. Moi, j'étais jeune, j'avais 12 ans. On était dans la tente mosquée. On faisait l'école coranique. Il y a un maître qui est à côté de nous. Il y a 2 avions qui surgissent. Ils ont bombardé atrocement. Nous, les petits, nous avons pris la fuite dans la forêt. Nous sommes grimpés sur des arbres. Le frère était assez vieux, il n'a pas pu s'enfuir, il a trouvé la mort. Et une femme aussi qui était en train de moudre du blé, elle a trouvé la mort. Puis un cousin à moi qui est blessé. Et ils ont tué presque tout le bétail. Les vaches, les chèvres, les troupeaux. Et les 2 avions sont retournés vers Ahirmoumou. Ils passent sur une assemblée de dissidents qui ont tiré dessus. Chesseau, les vieux fusils de la guerre de 70, contre des blindés, le combat était perdu d'avance. Mais il allait révéler les incomparables vertus guerrières de nos adversaires.
Celle qui fut la plus populaire de nos guerres coloniales fut aussi une des plus longues et des plus meurtrières. Rien que pour réduire les Berbères du Rif, menés par Abdelkrim, de 1921 à 1926, il fallut au futur maréchal Pétain 160 000 hommes et de l'armement lourd. En 1934, quand la pacification fut achevée, on dénombrait officiellement du côté français 8 622 morts. Du côté marocain, il n'existe aucun chiffre précis, mais les estimations se montent à 100 000 morts. Une fois qu'on s'est rendu, on nous a imposé des corvées. Et en plus, on recevait des coups. Et ceux qui étaient avec les Français nous battaient. Nous étions comme ça, à la queue leu-leu, ceux avec des pioches devant et ceux avec des pelles derrière. Et les coups n'arrêtaient pas de pleuvoir. C'était insupportable. Et celui qui refusait les corvées était tout simplement jeté dans la rivière. En plein hiver, il faisait très froid. Et certains en sont morts. Voilà, c'est cette injustice qui m'a poussé à m'engager dans les Goum. C'est la raison. Et moi, pourquoi je me suis engagé dans les Goum? Tout simplement parce que mon père a été tué par les Français à Indiz. Et nous sommes restés 5 orphelins. D'ailleurs, la plupart des hommes mûrs des Haït-Sarlouchen ont été tués par les Français. Et ils ont laissé des orphelins qui n'ont eu d'autre choix que de devenir goumiers. Mais la vraie raison qui nous a chassés d'ici vers les Goum, c'est la corvée de 4 jours. La corvée imposée par les Français. En échange de l'aman, cérémonie de reddition, dont le rituel plaisait tant aux généraux et aux journalistes, les rebelles n'avaient guère d'autre choix que de devenir goumiers. Le Maroc est un pays de poudre. Le Maroc, le moins près des villes, le moins près des routes, est un pays guerrier. C'est un pays de cheval, c'est un pays de fusils. Les longs vieux fusils, les Moukala qu'on vend aujourd'hui aux Américains chez les vendeurs d'antiquités. Et bon, l'histoire du colonialisme au Maroc n'est pas née par hasard. Elle a beaucoup exploité cette fibre guerrière. L'instabilité du pouvoir chérifien était devenue, non sans intrusion de l'Occident, bien entendu. La fragilité du pouvoir chérifien était devenue très très grande à l'orée du XXe siècle. Alors, les Français ont utilisé d'une façon particulièrement perverse et particulièrement habile les vertus guerrières des Marocains. Et dans ce monde tribal, elle a su dresser l'une tribu qui avait résisté, une fois conquise, contre la tribu suivante. Lyautey rêvait d'une colonisation de grands frères, dans une atmosphère de frérie, dans une atmosphère de scoutisme, où le colon serait l'éducateur bienveillant de l'indigène. Lyautey était un personnage qui n'est pas facile à présenter de manière monolithique. C'était surtout un homme de théâtre qui adorait endosser des rôles, jouer avec ses rôles, et qui pouvait à la fois combiner le personnage de régent de l'Empire, de grand vizir éclairé du sultan, de proconsul lançant une colonie qu'il concevait comme une sorte de Californie, de façade californienne de la France, de patron comme Didier Dora, le personnage de Saint-Exupéry, le personnage qui lance l'aéropostale, ou comme un grand patron d'hôpital à l'époque, et aussi d'esthète amoureux d'une très vieille civilisation dont il veut conserver la noblesse et la beauté, de chartiste, d'antiquaire. Et tous ces personnages, évidemment, ne sont pas évidents à assumer, mais c'est incontestable que Lyautey le fait d'une manière qui est inimitable et qui en fait un personnage fascinant pour cinéaste à la Visconti. Il arrive à attirer auprès de lui des jeunes gens bien nés, des jeunes gens appartenant au milieu patricien, parisiens surtout, qui sortent de l'école libre des sciences politiques ou de grandes écoles. Nous sommes aussi à l'époque des 20s, des années folles. Il y a des jeunes gens qui se jettent à l'époque dans les stupéfiants, dans les voitures rapides. L'officier le plus représentatif de cet état d'esprit, c'est certainement Henri de Bournazel, qui
est un ancien élève des Jésuites, un officier qui est jeté dans la guerre de 14 à la fin de cette guerre, et qui, au Maroc, au fond, va, si je puis dire, se refaire un peu une santé, un équilibre, en endossant le personnage du preux, en endossant le personnage qui livre une guerre à des gens qui sont homériques, et qui, pour bien marquer qu'il prend des risques, et toujours, puisqu'il avait commencé dans la cavalerie avec des spahis, avant de devenir officier des affaires indigènes, qui toujours endosse un manteau rouge. Alors il devient au Maroc l'homme au manteau rouge. L'histoire d'Henri de Bournazel, héros emblématique de ce western à la française, modèle de l'officier colonial muet en chevalier de l'Occident, fut un des best-sellers avant-guerre. Les Marocains ont même contribué à forger sa légende en l'appelant Bouhamra, l'homme à la tunique rouge, sur laquelle les balles n'avaient pas d'effet. Il mourut le jour où il ne la porta plus. Ces gens-là mettaient des shorts longs, ces gens-là vivaient sous la tente, ces gens-là taillaient avec des morceaux de bois de quoi faire une cuisine itinérante. Je crois que beaucoup, on doit l'admettre, moi je cultive cette piste, ont vécu une enfance tardive, prolongée, dans un milieu un peu vierge, croyait-il. Il y a du scoutisme là-dedans. Pour quelques dizaines d'hommes en uniforme, officiers des affaires qu'on appelait à l'époque indigènes, le Maroc est vécu comme une nouvelle frontière au sens américain du terme. Officier au rôle polyvalent, magistrat autant que bâtisseur, l'officier des affaires indigènes constitue l'ossature de l'administration du protectorat. L'officier d'affaires indigènes était évidemment un officier sorti de la troupe, mais qui, attiré par d'abord cette montagne et cette population, et surtout par la manière d'opérer qu'on leur enseignait à Rabat, qui consistait donc à essayer de faire tache d'huile par la persuasion pour pénétrer cette montagne, était vraiment pris par ce métier en quelque sorte de contact avec les tribus de l'avant, si j'ose dire, et qui essayait en quelque sorte de les amener à eux, mais parfois avec quelques difficultés qui amenaient à certains petits combats dans lesquels on peut dire que l'honneur était sauf si la tribu en question se rendait. L'officier des affaires indigènes, ou on disait plus commodément officier d'Aï, était un créateur. Il mettait en valeur une zone, une région, il l'avait pacifiée, il la mettait en valeur, il la contrôlait. Je crois que c'était des gens qui avaient leur méthode, ils étaient dévoués à ce qu'ils faisaient, bien ou mal, mais ils étaient dévoués. Et en effet, c'était de véritables féodaux. Et je me souviens d'avoir entendu le roi du Maroc, un jour où il n'était pas très content de ce qui se passait, je ne sais plus dans quelle province, dire finalement, de tout ce peuple, ceux qui les ont vraiment aimés sont les officiers des affaires indigènes. Et c'est un comble, disait-il. Le fait d'arriver à noyauter en quelque sorte la dissidence ou à amener à nous en quelque sorte certaines tribus qui, pour des intérêts divers ou par intelligence de leur chef, pensaient qu'il convenait de se rapprocher du Marzen et de les utiliser ensuite pour amener les autres à récipiscence, était tout l'art de l'officier d'affaires indigène, en évitant le combat si possible. L'archétype de ces officiers fut sans conteste Pierre Boyer de la Tour, celui qui sera l'avant-dernier résident général de la France au Maroc en 1955, avait laissé son cœur dans la montagne berbère, là où il avait rencontré Lala Khadidja de la tribu des Aïd Sérouchen. Fait stupéfiant pour la société coloniale de l'époque, il l'avait épousée. Interpellé pour toujours par cette histoire romanesque, symbole d'une fraternité franco-musulmane perdue, Patricia Boyer de la Tour, la petite fille de la Berbère, a refait pour ce film le parcours initiatique qu'il avait mené quelques années plus tôt à la recherche de ses racines marocaines. J'ai connu Boyer de la Tour quand il était commandant du cercle d'Azilal. Capitaine de la Tour était certainement le condottiere, bien sûr, mais surtout un politique. Et un politique qui avait souci
de pénétrer cette montagne par le cœur plutôt que par l'intelligence plutôt que par les armes. Il a toujours été en quelque sorte l'enseigne des officiers d'affaires indigènes, le type même, l'archétype des officiers d'affaires indigènes. Comment expliquez-vous cette relation très forte qui a existé entre Latour et les goumiers marocains? Je vous ai dit d'abord la prestance de l'homme, son courage aussi dans les combats qu'il a vécus, notamment lieutenant-capitaine. Et puis, je pense très rapidement un sens exceptionnel de l'équité entre la troupe et l'encadrement. Sa réputation, tout à fait. Je crois que ce sont là ses vertus. Et ce mariage avec Lalla Khadija, ma grand-mère, est-ce que ça n'a pas été un élément Si, probablement. Probablement. Je le pense encore. On en parlait peu, mais il est évident que tous les goumiers étaient au courant. Non, je pense que c'est un coup de cœur qui a séduit cette montagne. Sur cette plaque, il est écrit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il y a un seul Dieu et Mohamed est son prophète. C'est la tombe de la défunte noble Shérifa, Lalla Khadija, fille d'Abdallah, Sghrouchnia al-Idrissiya, Sghrouchnia, c'est-à-dire des Zayd Sghrouchen, Idrisside. Elle est morte en 1930 à Wawizart. Que Dieu ait son âme. De cette histoire d'amour, qui s'inscrit dans la grande histoire, je n'ai trouvé en France aucune trace. Au Maroc, on se souvient de mes grands-parents, de Lalla Khadija, la berbère, et du lieutenant Pierre de Latour. On parle encore avec passion de ce mariage incroyable en pays musulman. Et de leur amour, on raconte encore les versions multiples. C'est dans l'ancien fief du caïd des Zaïd Sérouchen, Saïd Oumerand, qui fut un des adversaires les plus acharnés des Français au temps de la pacification, que Patricia retrouve sa famille. Les femmes y récitent toujours des poèmes qui content la romance de Lalla Khadija et de Pierre de Latour. Il n'a plus jamais parlé d'elle, ni à Georges, l'enfant qui est né d'eux, ni à ceux des officiers français qui se souvenaient, tant d'années plus tard, de l'arrivée de Lalla Khadija au poste de Tabouda, en pleine guerre du Rif. Mais ceux-là aussi sont morts maintenant, qui s'en souvenaient jadis, et qui mystérieusement se sont tus, comme s'il n'y avait pas eu de mots pour dire le cours de cette histoire impossible. Là, c'est le tombeau de notre ancêtre commun, Sidi Ahmed Ben Ali. Tout ce que tu vois là, c'est des tas de noms et de prénoms. C'est l'arbre généalogique de la tribu des Zayd Sghrouchen. Donc, c'est notre arbre toutes les deux. Et je me situe où par rapport à cet arbre généalogique? Si tu te situes, c'est-à-dire que c'est ton 9e marié à grand-père, tout simplement. Pour le goumier de base, la réalité était moins romanesque. Le goum, pour lui, c'était avant tout un emploi. En échange d'une prime d'engagement symbolique, on lui offrait une protection contre les exactions des féodaux locaux et la possibilité parfois de se constituer un pécule ou d'accéder à un emploi dit réservé. Le goumier marocain était un volontaire. À 99%, c'était un berbère de la montagne. Et il se recrutait, peut-on dire, par cooptation, en ce sens que lorsque vous aviez un goumier qui était originaire d'un douar, de la montagne, il venait en permission chez lui. Le commandant du Goum lui avait dit qu'il y avait 1, 2, 3, 4, 5 places de libres ou qui seraient libres prochainement. Et il l'amenait en général un candidat. Les Goum étaient la police qu'avaient les affaires indigènes. Les affaires indigènes, c'était ceux qui prélevaient le tertib, c'est-à-dire les impôts, et faisaient le contrôle de tous les villages, de tous les biens dans le bled.
Le goum était la protection, était la police. Ces goumiers-là, ce n'est pas des militaires, c'est des supplétifs. Et ces militaires-là vivent d'eux-mêmes. On leur octroie une paye, ils doivent survenir à leurs besoins. Ils se débrouillent, quoi. En un mot, ils se débrouillent. C'est eux qui font leurs popotes, etc. Bon, moi, je suis arrivé ici, dans ces goumes, avec l'impression que ces unités étaient des bandes guerrières, en quelque sorte, qui n'avaient pour toute règle que le combat. Parce que, hormis le combat, les goumiers vivaient en famille, dans ce qu'on appelle des borges, c'est-à-dire des casernements sommaires. Ils vivaient tout à fait en famille. Ils faisaient un exercice sommaire chaque jour, des manœuvres de temps en temps, et en fait, ils n'étaient pas assujettis à la rigueur de la discipline militaire en caserne, qui est odieuse en quelque sorte, et qui l'aurait été totalement pour eux. Mais c'est là peut-être qu'il faut parler de la constitution de ces goums de guerre. Les goums de guerre se sont créés précisément dans cette période 41-43, parce que, bon, au niveau de Rabat, avec les accords qu'on peut supposer au niveau du Marzen, il avait été décidé de lever des troupes qui, elles, étant tout à fait chérifiennes, puisque les goums sont des troupes Marzen, a été décidé de préparer, en quelque sorte, un certain nombre de ces montagnards qui ont montré les preuves de leur courage, donné les preuves de leur courage, de leur endurance, de leur ténacité, de leur capacité pour le combat de montagne. En 1942, après le débarquement américain, le général Guillaume, qui fut leur défenseur acharné, va disposer d'une centaine de goums prêts à s'engager en France pour la guerre de libération, soit l'équivalent d'une dizaine de régiments. Organisés en 4 groupes de tabord, les goumiers vont se couvrir de gloire, de Tunis à Belfort. Alors, nous voulions faire des goumiers avec ces jeunes berbères, mais nous avions un handicap énorme. Ils ne savaient pas parler l'arabe. Alors, il fallait leur expliquer le maniement de l'arme par 3 temps, comme pour la marche. واحد فيكم يهضر ماشي بستة تهضروا باش تعرفوا تمشاو بالمشيه اوبا 1 2 3 1 2 3 ايوا نهار اللي تفهموا عيطوا ليا. Eh bien, les meilleurs goumiers, les plus fidèles, ceux qui écoutaient, ceux qui ne faisaient pas de désordre, c'était ceux-là. Les meilleurs, au tir, à la marche. Ils sont partis tout d'un coup. Ils sont partis dépenaillés comme ils étaient dans la montagne pour aller en Tunisie, tout d'abord, rejoindre le 1er corps expéditionnaire de juin, associé à la 8e armée britannique. Près de l'oued Kébir, les tabors marocains participent à l'action et se lancent à l'assaut des hauteurs. Le 7 mai, les éléments de tête pénètrent dans la ville. Devant leur chef, les généraux Eisenhower, Giraud, Alexander, Juin, les troupes vont défiler. Tandis que passent au milieu de l'enthousiasme ceux du désert, des djebels ou des plaines, nous pensons aux premiers jours de la campagne, aux bataillons français qui défendaient parfois des fronts de 25 km, sans mines, sans chars et presque sans avions. Fardées et parées comme des geishas, dont elles ont le statut en société berbère, les danseuses chirates chantent la geste des anciens goumiers réunis pour l'occasion autour de leur lieutenant André Fougerolles. Mais pour eux, Monte Cassino n'était pas Roncevaux. Et si leur récit des combats passés n'évoque aujourd'hui que les souffrances endurées et la mort omniprésente, c'est qu'on les a abandonnés.
j'ai réuni un certain nombre de goumiers, les rescapés des barouds de France, qui se trouvent dans cette montagne de Haut-Atlas central, et nous allons, avec eux, parler un petit peu de nos barouds d'antan. Tous ces goumiers que voilà ont vécu des moments héroïques dont ils vont vous raconter, je pense, ceux qui les ont plus marqués. Ils sont partis de ces montagnes où nous sommes aujourd'hui, ont traversé le Maroc et l'Algérie et se sont embarqués à Alger pour la France. Je vais demander à Salah, qui a vécu les combats de Teguim en Corse pour la libération de Bastia, nous raconter l'épisode le plus marquant de cette journée qui fut dure. Les combats ont été très durs. Nous, les goumiers, nous avons eu beaucoup de pertes. Et nos gradés aussi. Il y a eu aussi beaucoup de blessés. Quand les avions allemands nous ont attaqués, on se protégeait en se planquant derrière les rochers, en changeant tout le temps de position, jusqu'au coucher du soleil. Ils avançaient avec leurs gradés, et que les gradés les poussaient à l'avant, mais comme eux-mêmes allaient, exemple vivant de la tête d'attaque. Bien sûr, ils suivaient, ils savaient qu'au bout du compte, c'était la mort. Éventuellement. On envoyait des messages le matin pour réclamer des munitions. On les recevait et le soir, elles étaient épuisées. Devant moi, une bombe est tombée pile sur le brasero allumé par des goumiers. Il y a eu 11 morts dans le poste de commandement. L'armée française part pour l'Italie. C'est en Europe maintenant. C'est en Europe, enfin, que le soldat français va se battre. Le 1er décembre, les troupes débarquent à Naples, déjà conquises par les Alliés. Elles prennent position dans la partie la plus montagneuse des Abruzzes, où elles combattront tout l'hiver. On s'est battu pendant 24 heures. Il y a eu beaucoup de soldats morts, des légionnaires, des goumiers marocains. Les cadavres étaient alignés. Pour escalader cette montagne, qui ressemble d'ailleurs au Tichoukt, nous avons mis du matin jusqu'au soir. Et nous sommes restés 2 jours sans manger. Et finalement, ce sont les avions qui ont pu nous ravitailler. Plus loin, plus haut, dans le cœur de ces montagnes inaccessibles aux voitures, les mulets nord-africains reprennent leur place dans le combat, comme ils reprennent leur nom, les Brels. La Royale Brel Force, dit en souriant le soldat, car en effet, ici, le mulet est roi. Moi, j'ai fait la guerre parmi eux. J'étais dans une division d'infanterie marocaine et il y avait sur le terrain où nous étions, notamment en Italie, toujours annexés à la division 1 ou 2 tabors, c'est-à-dire des goumiers, qui avaient leur méthode. En fait, ils étaient menés par leur officier des affaires indigènes, qui les avait recrutés sur place, et ils étaient partis ensemble. Et c'était un spectacle assez étonnant de les voir dans les rochers des Abruzzes, dans leur burnous brun, sauter de rocher en rocher, avec un art du terrain que même nous, un peu habitués à ce genre de paysage, je cite bien les Abruzzes, n'est-ce pas, qui ont beaucoup à faire avec l'Atlas marocain. C'était étonnant de les voir agiles comme des chats et insensibles à l'hiver. Moi, je suis resté 8 mois sans enlever ni chaussures, ni chaussettes, ni ceinturon. Je dormais sur la neige. Je mettais des couvertures américaines par terre, à même la neige, et je dormais par-dessus. On me demandait constamment de partir en patrouille, et je le faisais. J'étais toujours prêt à aller de l'avant. Ce que je cherchais, moi, m'aidait. Eux, rien ne les aidait. C'est là où je dis que c'est tout de même admirable. Bon, souvent les caïds ont dit « tu t'engages ».
Ils ont choisi les gens qui s'engageaient et ils les ont proposés aux autorités administratives et militaires françaises. Bien. Mais en effet, ils sont partis pour quelques sous par jour. Et puis, pour la geste, si je puis dire, ils partaient, ils quittaient le pays, ils quittaient le douar. Certains étaient angoissés, d'autres pas du tout. Des gens tout à fait à l'aise selon les circonstances, assez indifférents. En effet, ils avaient beaucoup de liberté dans les unités de Tabor, mais ils avaient la liberté d'être tués à tout moment. Ils vont contourner Toulon, qui est déjà encerclé par les troupes de marine, les nôtres, et les tirailleurs, et ils vont être transportés de nuit, contournés par la montagne Sainte-Victoire et arriver sur Marseille. Car il faut que vous le sachiez, ce sont les goumiers marocains qui ont libéré la ville de Marseille. Ils ont libéré Marseille, mais aucune rue ne porte leur nom. Mais donne-t-on des noms de rues à des mercenaires? Qui étais-je probablement aussi un mercenaire? C'est comme ça que nous avons été considérés souvent quand nous sommes arrivés en France, comme des gens qui avaient choisi de se battre pour ce qui restait de la France, et ceci avec des supplétifs. Donc, je vais être très dur. Mon beau régiment de cavalerie, quand il a débarqué à Saint-Tropez, et qu'ensuite il a remonté toute la France pour s'arrêter en panne d'essence en Haute-Saône, il pouvait recruter à chaque étape. Il avait le droit. Nous avons recruté 3 Français. Ils ne voulaient pas venir. On leur disait, mais c'est pas terminé. Ah, mais nous avons des choses à régler localement. J'ai pas eu de mon pays une idée très haute. Et puis j'y ai plus fait attention. Je me suis dit, nous avancerons, nous irons en Allemagne, nous irons en Autriche, et tant pis pour eux. Les Goumiers sont donc descendus au Val d'Ajol après, en repos, après les heures difficiles passées dans la forêt et les pertes énormes. Val d'Ajol était en quelque sorte, pendant toute la durée des combats des Vosges, la vallée où les 3 groupes de Tabor sont venus se remettre des combats. Et à la fin, au dernier des repos, eh bien, je dois bien dire que la population de Val d'Ajol était très proche des Goumiers. Tellement proche d'ailleurs que des liens se sont noués, parce que les Goumiers étaient des garçons serviables, habitués à cette vie de la campagne, les aidaient dans les travaux des champs, et certains d'entre eux, tiens, des Gaules qui fait chez Septkoum Chibrawet, avec précisément d'avoir eu à traduire, bien entendu, les lettres que les habitants écrivaient à ces Goumiers dans la suite des combats. Et je me souviens tout particulièrement d'une lettre remarquable dans laquelle une femme disait « Monsieur Moha, je pense beaucoup à vous, et ma petite Marie prie pour vous. » Voilà. Finalement, nous sommes arrivés devant le Rhin, mais nous n'avons pas pu trouver de pont. Ils ont été tous détruits par les bombardements. Nous avons pu traverser au moyen de barques. Et de l'autre côté, il n'y avait plus de route non plus, rien. Elles étaient toutes défoncées et les trains étaient détruits sur place. Partout, le feu faisait rage et on ne voyait que du fer tordu et rougi. Nous avons foncé droit devant nous et nous sommes arrivés en Autriche en 1945 et on a déclaré l'armistice.
En accueillant le sultan du Maroc le 18 juin, le général de Gaulle associait dans un même triomphe l'Empire et la métropole. Le 23 juin, le même symbole se dégage de la réception du souverain à Bregenz par le général de Lattre de Tassigny. Les Allemands vainqueurs parlaient beaucoup de leur Afrique. Ils instruisaient des cadres coloniaux pour réaliser leur projet d'asservissement des populations indigènes. Mais l'Afrique a choisi, ce n'est pas Hitler qui annexe l'Afrique, c'est le sultan du Maroc qui parcourt l'Allemagne en vainqueur. Devant Sidi Mohamed Ben Youssef défile cette armée qui compte des milliers et des milliers de ses sujets. C'est avec le Maroc que Lyautey avait bâti la plus grande France, c'est avec l'aide du Maroc que la France retrouve sa grandeur. C'est un devoir. C'est un devoir qui a été dicté par Mohamed V lui-même. Vous savez que Mohamed V a accepté de combattre avec les Alliés, avec tous les Alliés. Eux, ils ont compris ça, les Marocains. Ils ont compris ça, ils ont dit c'est une guerre. C'est peut-être une guerre sainte. Une guerre sainte. Contre le nazisme, ils ont compris ça, les Marocains. Avec leur départ en Indochine en 1947, la grande aventure des Goumiers va tourner en cauchemar. Les Tabors seront sacrifiés pour rien dans l'évacuation catastrophe de Kaobang à la frontière de Chine. Ce fut le début de la fin du rêve impérial de la France. Devant la menace grandissante que le Viet Minh fait peser dans la région de la frontière de Chine, le commandement décide l'évacuation des postes isolés et le repli le long de la route coloniale numéro 4, la RC4. Mais le Viet Minh attaque, prend Dong Ke. Les colonnes Lepage et Charton sont décimées. Pat Khe est abandonné le 10 octobre. Bientôt, Lang Son est menacé à son tour et précipitamment évacué le 19 octobre. Sur les 6000 que nous étions, il y a eu 2000 morts au combat ou disparus. Il y a eu 1000 vénards qui ont réussi à passer entre les gouttes et à rejoindre Tatke. Et il y a eu 3000 prisonniers. Les Viettes, évidemment, ont absolument tenu dès le départ à séparer les cadres des hommes de troupe pour éviter que nous gardions une influence sur nos anciens subordonnés. J'ai été convoqué très vite devant un commissaire politique. Je ne savais pas ce que c'était, mais enfin, je me suis vite aperçu que c'était un homme qui... Le commandant d'unité était à côté de lui et c'est le commissaire politique qui menait le débat et qui m'a fait tout un grand discours en disant vous n'êtes pas un prisonnier militaire, vous êtes un prisonnier politique, vous êtes un fils indigne du peuple de France, à ce titre-là on devrait vous fusiller. Mais le président Ho Chi Minh a instauré une politique de clémence qui consiste à vous laisser la vie sauve pour essayer de vous rééduquer. Nous étions uniquement entre officiers ou sous-officiers supérieurs. Au début, quand même, comme ils ne voulaient pas, les Viettes, que nous disposions de notre riz, que nous fassions nous-mêmes notre cuisine, ils avaient mis des Marocains pour s'occuper de la cuisine. Et ces Marocains n'avaient pas le droit d'avoir des contacts avec nous et inversement. Mais à plusieurs reprises, nous avons été témoins de scènes touchantes. Le Marocain retrouvant un de ses lieutenants et venant le voir, lui donnant un petit peu de tabac qu'il avait dû voler quelque part ou lui proposant en cachette, tout ça à l'insu des Viettes qui nous gardaient, lui proposant de laver sa chemise, etc. Des scènes de gentillesse étonnante alors que la situation éventuellement ne s'y prêtait pas. Les officiers et les commandants étaient séparés de nous, les Goumiers marocains. On recevait le soir, vers 6 heures, une boule de riz qu'on mangeait comme ça, avec des baguettes. Il n'y avait ni légumes, ni œufs, rien. Ça a duré 2 ans. Je faisais cuire de l'herbe sauvage et je la mangeais. Ça me donnait des vers dans le ventre. Le pauvre colonel Charton m'appelait. J'élevais à l'époque des poulets pour un colonel Viet Minh. Et j'ai pu en donner, ainsi qu'un peu de tabac, à tous ces officiers du Tabor, sans qu'on me voie. Sinon, je recevais la raclée. J'en donnais au colonel, au capitaine. Dans les camps de sous-officiers ou d'hommes de troupes,
où il y avait beaucoup de Nord-Africains. Les Viettes les gardaient, s'ils ne mouraient pas, pendant un an et demi maximum, et les libéraient. Ils considéraient qu'au bout d'un an et demi, ils les avaient suffisamment rééduqués. Et alors, le thème de la rééducation était, si vous voulez, plus facile que pour nous, parce qu'il disait aux Marocains ou aux Algériens, écoutez, ce que nous faisons, notre campagne de libération en Indochine, vous pouvez l'entreprendre chez vous. Et effectivement, ce sont des arguments qui pouvaient porter. Pourquoi m'a-t-on emprisonné? Pour ce que j'avais fait pour la France. Pour la France, j'ai mangé aussi du cheval et de la mule. Mais nous, les musulmans, nous ne mangeons pas de viande d'une bête qui n'a pas été égorgée. Mais nous avons dû le faire. En fin de compte, la France nous a utilisés. Mais elle ne nous a pas donné de droits en échange. Avec le recul, avec le temps, avec les informations qu'ils ont reçues depuis, ils savent que la retraite qu'ils touchaient, la retraite qu'ils touchaient et qu'ils touchent du combattant est dérisoire par rapport à ce que le même soldat, le même Français touche en France. Ici, ils touchent le 10e de ce que l'on touche en France. Et cela les chagrine. Ils pensaient, eux, qu'ils seraient après reconnus comme tous les autres soldats. Eux, ils pensaient que plus tard. Et puis, l'esprit berbère et ben, Dieu nous aidera. Hélas, on aurait dû faire quelque chose au moins pour tous ces gradés qui ont eu la médaille militaire au feu, cette citation au feu. Je sais pas qu'on lui a donné parce que c'était un bon militaire, non, au feu. Et ça, on aurait dû faire quelque chose pour eux. Nous avons eu une dette vis-à-vis de ces soldats. Nous l'avons oublié. Clémenceau disait après 1918, à propos des anciens combattants, ils ont des droits sur nous. Cette formule peut être élargie à ces anciens goumiers, à ces anciens tirailleurs. Je me sens un débiteur, mais dans ce domaine, un débiteur insolvable. J'ai contracté une dette envers eux, et dans certains cas, je ne parle pas spécialement pour moi, mais pour beaucoup d'officiers, qui ont eu la vie sauve, parce que blessés, ils ont été ramenés par des goumiers sous le feu, parce qu'ils ont atteint les objectifs qui leur étaient fixés par le sacrifice des goumiers qu'ils avaient sous leurs ordres. Donc, si vous voulez, il y a indiscutablement une dette personnelle de l'officier qui commandait un goum, et a fortiori les unités supérieures, vis-à-vis de leur goumier. Je dis insolvable parce que mes moyens personnels ne me permettent pas, et je le regrette fort, de reconnaître cette dette et de m'en acquitter. Combien de morts parmi nous? Nous, les anciens goumiers, nous avons combattu pour notre roi. Et ce que nous voulons maintenant, c'est qu'on reconnaisse nos droits. Si je pouvais, j'aimerais faire visiter à des jeunes d'aujourd'hui des cimetières de musulmans, africains ou maghrébins, ces centaines, ces milliers de tombes qui sont en France, qui datent de la guerre de 14-18, ou de 40, ou de 43-44. Je crois que visiter ces cimetières est aussi, ça serait sans doute la démarche la plus concrète pour honorer cette dette dont vous avez parlé vis-à-vis d'eux. Dans l'histoire immémoriale du Maroc, le protectorat, c'est 45 ans. C'est pas une longue durée, une césure de 45 ans. Le Maroc ne va pas éternellement vivre avec cette césure. 45 ans, qu'est-ce que c'est devant l'accumulation des siècles et de ceux qui vont se produire? Par conséquent, je crois que la méditation morose sur 45 ans n'est pas bonne. Mais d'un point de vue sentimental, alors je dirais qu'entre la France et le Maroc, il y a certainement, je ne veux pas paraphraser personne, mais un pacte, il dure ce qu'il dure. Car ce pacte, il aura duré 45 ans, qui est la présence dans les troupes françaises de troupes marocaines, et de beaucoup de troupes marocaines. Il faut parfois dépouiller l'histoire de ces draperies somptueuses, c'est ce que je fais aujourd'hui.
Alors vous me dites, est-ce que ces sacrifices ont une importance? Je vais vous dire, ces sacrifices ont permis à la France d'être libérée, j'allais dire par elle-même, par des gens qui avaient confiance en elle ou qui l'avaient écoutée, ou qui étaient partis à l'aventure avec elle, avec une poignée de Français. Ça, oui, je peux le reconnaître. Tous ces goumiers marocains morts, sacrifiés, et leurs enfants qui n'en tirent rien. Nous avons trop donné à la France. Sa mémoire est non seulement courte, mais aujourd'hui même, en France, on maltraite les immigrés. Je me souviens, il y a des années, tournant pour la politique, on me parlait toujours des immigrés. Et je répondais toujours, monsieur ou madame, est-ce que vous habitez un immeuble collectif? Ne me trompez pas, une fois sur deux, c'était ça. Bon. Alors, est-ce que vous avez fait un tour entre vous pour évacuer vos ordures? Alors, on trouvait que cette réponse était agressive. Mais il faut savoir ce que l'on veut. Alors, soyons à la fois terre à terre. Faut-il vivre avec des regrets ou avec une certaine honte d'avoir en fait pillé l'innocence d'un certain nombre de personnes et aujourd'hui de leur dire ça suffit.